Bonjour à tous, bienvenue à ce 8e webinaire du programme Soyons clairs. Je vous propose qu'on attende 1 à 2 minutes, histoire de laisser aux retardataires d'arriver. Et on se retrouve tout de suite. Bon, les gens arrivent au fur et à mesure, les inscrits. Je vous propose qu'on démarre. Bonjour Marc Bonnet, bonjour Maxime Michelot. Je suis très contente qu'on puisse vous accueillir, Marc, sur ce 8e numéro de notre programme de webinaire. Donc vous êtes directeur général de la filière CRC. Vous allez nous expliquer rapidement ce qu'est la filière CRC. Et Maxime Michelot, directeur des opérationnels, donc de l'opérationnel chez Crystal Chain. Ce qui était intéressant en fait et quand on a réfléchi à ce webinaire, c'était l'idée de parler de traçabilité, mais d'un projet qui est mis en œuvre, même si on est encore dans le démarrage, donc d'avoir des retours terrain. Et le deuxième point, c'est que très souvent, quand on parle de traçabilité à certains acteurs, ils nous disent oui, mais je connais très bien mes partenaires, ou alors ils sont proches. Et l'idée, c'était aussi de montrer qu'on a besoin de traçabilité, même lorsqu'on connaît très bien ses partenaires, et tant mieux d'ailleurs, et qu'ils sont à proximité. Donc, bienvenue. La première question, Marc, est pour vous. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ce qu'est la filière CRC? Oui, bonjour Karine, bonjour à tous, merci d'être présents. La filière CRC, donc CRC, l'acronyme, ça veut dire Culture Raisonnée Contrôlée. C'est une démarche 100% française, née dans les années 90, sous l'impulsion d'agriculteurs basés en Bourgogne, produisant des blés à destination de l'alimentation infantile. Fort de ce savoir-faire, ils ont encadré ce savoir-faire, notamment sur la dimension traçabilité et la dimension sanitaire, dans le cadre d'une certification de conformité produit, qui est un cahier des charges donc validé par les pouvoirs publics et qui a donc évolué au fur et à mesure des années pour intégrer des exigences nouvelles, notamment des pratiques agricoles qui sont reconnues aujourd'hui comme étant favorables à la biodiversité. Et puis, l'autre élément très structurant, c'est que ces agriculteurs ont souhaité créer un groupement d'intérêt économique et donc qui regroupe aujourd'hui des acteurs de l'amont, 3500 agriculteurs, 35 organismes stockeurs, les entreprises de la première et de la deuxième transformation, donc des meuniers, des industriels, mais aussi un dernier maillon de la distribution qui regroupe des enseignes de la grande distribution et des commerçants. Aujourd'hui, la filière CRC, c'est 100 000 hectares, un peu plus de 10% des blés produits en France à destination de l'alimentation humaine et une représentativité sur chacun des maillons entre 10 et 15% de part de marché. Pardon, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pouvez, Marc, nous dire justement ce qui vous a poussé la filière CRC à mettre en place ce projet de traçabilité? Alors, cette traçabilité existait déjà, je dirais, de manière structurelle au sein de la filière et a été un de ces points vraiment dès le départ.
Et nous avons souhaité donc moderniser cette approche de traçabilité donc avec notre partenaire Crystal Chain pour rendre la traçabilité plus profonde, plus agile, plus moderne et se servir de cette traçabilité pour aller sur d'autres enjeux dont nous allons parler un peu plus tard. Mais c'est donc un moyen tout d'abord de moderniser notre relation avec nos adhérents et puis collecter des données intéressantes, des données sécurisées et intéressantes pour faire progresser nos adhérents sur d'autres sujets. Ouais, c'est tout l'enjeu effectivement de ce témoignage, hein, c'était de montrer, ce que toutes les données et la collecte de données permet, comment après on peut optimiser leur traitement et à quoi elles vont servir. Du coup, Maxime, maintenant c'est, vers toi que je me tourne. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le cadre de ce projet? Et puis bon, on a la chance aussi après, mais ce sera dans un prochain temps, on va avoir, une peut-être pas une démonstration, mais en tout cas, on va voir les chaînes de traçabilité, et on va être vraiment dans l'illustration de comment on met tout ça en œuvre sur, Mmh. biodiversité, CSRD et cetera. Donc voilà, je te Oui. laisse déjà. Merci Karine, merci, Marc pour cette intro et merci à tous d'être présents avec nous. Alors pour répondre à cette question, effectivement, en préambule, j'aimerais souligner le fait que c'est une démarche au temps long, et que nous en sommes qu'au début. Traçablé a vocation à tracer l'intégralité de la filière CRC et bien au-delà. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire en permettant à Cavac, donc Cavac qui est une grande coopérative agricole française, premier adhérent CRC à bord de la démarche CRC et qui se sert aujourd'hui quotidiennement de l'outil. Nous leur permettons d'intégrer d'autres cahiers des charges, ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Donc c'est un périmètre qui s'étend déjà, dès le départ, au-delà de la filière CRC, et c'est un point important à souligner. On a démarré avec, la traçabilité des volumes de céréales CRC, mais l'outil est développé de telle façon qu'il permet de tracer effectivement tous les cahiers des charges, et également d'autres filières végétales que simplement les céréales. En ce qui concerne le périmètre maintenant, de façon un petit peu plus pratique, ce périmètre démarre à l'entrée des grains de blé, des grains de céréales dans les silos de la Cavac sur les différents sites, jusqu'à leur commercialisation par la coopérative. Et il permet à des clients plus en aval de Cavac d'obtenir une traçabilité très fine de la marchandise qu'ils achètent. Et donc avec Cavac qui bénéficie de traçabilité au quotidien, on compte intégrer l'intégralité des productions végétales de la coopérative et également derrière par capillarité, en accueillant d'autres adhérents de la filière CRC, leur permettre de tracer également d'autres ingrédients, d'autres matières premières, sur lesquelles ils opèrent. Ah merci Maxime, c'est hyper intéressant. Il y a un effet boule de neige du coup, enfin on Tout verra à ça tout fait. à l'heure? Ouais, on D'accord. démarre et c'est aussi un point important, on démarre avec un ingrédient, le blé français qui est un ingrédient central de notre alimentation et un ingrédient du futur aussi parce qu'on constate bien que, heu, pour des modèles de société plus durables, il faudra privilégier les filières végétales, il faut commencer à le faire aujourd'hui et en démarrant avec un ingrédient aussi fondamental que le blé, ça permet effectivement d'avoir un levier de capillarité vers d'autres filières. Super, bon, d'où l'intérêt de ce témoignage. Je rebondis Maxime pour cette, nouvelle question, tu parlais d'un temps long. Marc, est-ce que lorsque vous présentez encore ce projet à des adhérents ou autres, vous sentez des réserves ou des freins? Non, aujourd'hui, en tout cas sur le fond, il n'y a aucune réserve euh, parce que les acteurs, en fonction de leur maturité, des moyens qu'ils ont, eh bien, ils constatent que c'est une nécessité qui se rapproche. C'est plus sur la forme ou en fonction des organisations, des entreprises, des moyens qu'ils ont à disposition, ils peuvent être partants pour une échéance plus ou moins proche. Mais sinon, sur le fond, il y a un accueil qui est extrêmement favorable. Et pour appuyer ce que Maxime a dit, la solution a vocation évidemment à tracer mieux
et de façon plus profonde ce que nous faisons sur la filière CRC, mais comme un tremplin pour embarquer les autres ingrédients et donc avoir une démarche globale sur le produit en considérant l'intégralité des ingrédients et en apportant derrière un certain nombre de services environnementaux, logistiques, qui sont de nature à aider les entreprises à les faire progresser. Donc non, l'accueil est très favorable, mais il y a évidemment des arbitrages dans les entreprises qui font que tous ne sont pas aptes à mettre en place la solution dès maintenant et beaucoup sont, je dirais, dans un peu une attente du réglementaire et de se dire quand le réglementaire nous rattrapera, il faudra qu'on y aille. Donc nous, notre but, c'est de faire comprendre que cet outil, c'est finalement une simplification et de la mise en place de la RSE qui a vocation évidemment à se mettre en conformité vis-à-vis du réglementaire, mais aussi de progresser d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Et que donc ce coût initial a, in fine, une vocation de rentabilité. Oui, même pour la marque employeur, hein, il y a certaines entreprises, on voit qu'elles deviennent plus attractives vis-à-vis de futurs collaborateurs parce qu'elles mettent en place cet outil et heu, elles ont une vraie démarche, quoi. Mmh. Et un élément aussi politique, la technologie blockchain qui a été choisie, elle a été choisie pour justement pouvoir embarquer. Alors aujourd'hui, dans l'écosystème du GIE, donc c'est 140 entreprises sur le territoire français, on peut se dire que a priori, ce sont des entreprises qui se font confiance. Pour autant, c'est grâce aussi à cette gouvernance qu'on peut déployer aussi rapidement que ce qu'on fait. Et demain, la technologie, le fait que ce soit une technologie blockchain nous permettra d'accueillir des entreprises qui ne seraient pas du sérail, on va dire, où la confiance serait a priori pas forcément naturelle, et notamment dans des objectifs de peut-être avoir des financeurs externes. Et ce système décentralisé permet de renforcer la confiance vis-à-vis des consommateurs, mais aussi vis-à-vis d'entreprises nouvelles, on espère demain, pour venir peut-être apporter justement des financements à la filière. Mmh. Maxime, est-ce que tu voulais merci beaucoup Marc, parce que ça permet de poser de concrétiser la mise en place du projet. Est-ce que justement, Maxime, tu voulais aussi peut-être, Bah, oui, ajouter des ajouter un point sur le fait que cette démarche, alors, pour moi, effectivement, qui suis très impliqué dans la démarche, mais pour, je pense, pour ce qu'elle représente, c'est vraiment quelque chose d'unique et traçable est vraiment à l'image de la filière CRC. On va voir chaque adhérent individuellement, au cas par cas, pour leur présenter la démarche, prendre leur retour, répondre à leurs questions. La filière CRC étant une filière française, on voyage, et je fais un petit clin d'œil à Anne, beaucoup dans toute la France. Effectivement, comme le dit Marc, et c'est très positif, on n'a pas rencontré de réticence particulière de leur part. On fait plutôt face, disons, à des challenges en termes d'organisation, de disponibilité des ressources, de timing, sur un changement de RP, par exemple. Donc, il faut effectivement que les planètes, entre guillemets, soient bien alignées pour pouvoir déployer la démarche. Mais c'est grâce à cette approche qui est très orientée adhérent. Et avant même d'ailleurs de mettre en place cette démarche traçablée, la filière CRC accompagne ses adhérents tous les jours pour mettre en œuvre les actions qui permettent d'être en conformité avec le référentiel CRC. Donc il y a une proximité. Et quand on déploie un outil informatique qui peut s'avérer un petit peu complexe de prime abord, maintenir cette proximité et le faire comme ils ont su le faire historiquement, c'est quelque chose qui renforce vraiment le déploiement de la démarche. Et c'est cette proximité aux enjeux des adhérents CRC qui permet petit à petit d'emporter l'adhésion et également, je pense, d'améliorer la plateforme parce qu'il y a vraiment une écoute, un accompagnement au changement. C'est un point assez important. C'est pas simplement l'outil en lui-même, mais c'est la façon qu'on a qui est, je pense, en toute humilité, vraiment adaptée et vraiment, vraiment douce, disons, pour, voilà, pour déployer ce nouvel outil.
C'est un accompagnement au changement doux, mais structuré et ferme. Oui, tout à fait, oui. Non, mais il y a une vocation vraiment en effet, à approfondir la relation. Et pour cela, il faut que déjà, il y ait une relation préexistante. Et c'est vrai que notre organisation m'a permis d'avoir ce lien très fort, donc un lien de confiance a priori, et puis de montrer comment cette relation digitale nouvelle va approfondir la relation humaine. L'objectif, c'est d'aller plus en profondeur en fait, sur tous les sujets qu'on a à adresser et savoir comment l'informatique est au service du relationnel et des enjeux des entreprises. Alors ce qui est intéressant, c'est, parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est quand même un vrai, un gros changement de mettre en place de la traçabilité. Est-ce qu'on peut considérer que la proximité des acteurs de la filière CRC a quand même, simplifié la mise en œuvre de ce projet? Bah, je pense que c'est une question de confiance. La confiance au sein de la filière CRC est déjà très puissante, mais évidemment, se doter d'un outil comme celui-là permet de la renforcer encore et de la construire sur de nouveaux segments. CRC, c'est une filière qui est connue, disons, des connaisseurs, mais peut-être un petit peu moins du grand public. C'est aussi pour cette raison que la démarche est mise en place. Ça permet d'améliorer la transparence, d'améliorer donc bah, nécessairement la notoriété. Et en complément, souvent en tant que consommateur, dans l'image qu'on a d'une filière agroalimentaire, on a tendance à moins percevoir la valeur du travail qui est réalisé par les acteurs de l'amont. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite remettre la lumière à part égale sur chaque segment de la chaîne, sur chaque acteur de la chaîne. Et pour compléter ce que dit Maxime et pour les personnes qui peuvent écouter, c'est vrai que la gouvernance de départ est vraiment essentielle pour pouvoir déployer un projet comme ça. Et malgré notre gouvernance et notre écosystème qui est très favorable à cela, ben, malgré tout, c'est pas facile, on y arrive, mais donc c'est, je dirais, un préambule avant d'imaginer, je pense, déployer un tel système. Mmh. Merci beaucoup. Je rebondis aussi sur un point que vous évoquiez, Marc, sur le fait d'utiliser, les moyens innovants. Heu, est-ce qu'on peut enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais on peut considérer que mettre en place, la traçabilité en 2023, c'est un investissement pour l'avenir? C'est, avec tous les sujets de biodiversité, ressources en eau et cetera. Oui, nous, notre vocation, c'est donc digitaliser pour améliorer la relation humaine, tracer pour s'appuyer sur des données qui sont fiables, euh, et puis derrière, se servir de la collecte de ces données pour plusieurs enjeux, suivre la consommation en eau, favoriser la décarbonation de nos entreprises, proposer des indicateurs environnementaux, des indicateurs logistiques et c'est en fait de savoir quels sont les enjeux pour aller collecter simplement la donnée nécessaire et l'utiliser dans un besoin primaire. Et puis derrière cela, avec ces données qu'on appelle les données secondaires, voir comment on va apporter des services supplémentaires de façon individuelle ou de façon collective. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Marc. Vous aviez évoqué, c'était effectivement cette notion d'infrastructure digitale qui était intéressante. Mmh. C'est des grands axes pour pouvoir construire et faire des maillages autour. Maxime, peut-être tu veux Oui, je compléter trouve que également ce bah, point? ce terme infrastructure digitale choisi par Marc est effectivement très bien choisi parce que c'est des investissements très structurants pour le présent et le futur de la filière. Et voilà, on s'imagine souvent les infrastructures comme quelque chose de physique, mais là, c'est véritablement une construction digitale qui sert à la fois les adhérents aujourd'hui et les futurs adhérents, puisqu'ils bénéficieront de l'ensemble des services de traçabilité et des services associés à cette traçabilité. Et justement, en revenant à la traçabilité, cette solution permet de capter les données, donc très terrain, sur des événements qui se déroulent en interne au sein de la cavaque, donc des apports de marchandises, des transferts de marchandises entre différents sites, des transilages sur
aux différents sites, des événements de séchage, de nettoyage, etc., etc. Et à partir de ces événements-là, il est beaucoup plus aisé ensuite pour un adhérent de connaître l'impact de ces activités sur son territoire, sur la planète. Parce qu'avec des notions de volume, des notions temporelles, des notions énergétiques, on est ensuite en mesure, des notions logistiques aussi, on est aussi en mesure de mettre en place des indicateurs de performance environnementale, de conformité au cahier des charges CRC, et de mieux maîtriser tout ça d'en sortir grandi. Et par ailleurs, on a une réglementation assez lourde qui arrive progressivement en France et en Europe. J'ai en tête la loi AGEC donc, qui s'applique déjà depuis 1er janvier 2023, la loi climat et résilience, la CSRD qui arrive, et même au-delà avec des lois qui vont forcément faire porter un poids un peu plus important de la réglementation sur les épaules des entreprises avec la déforestation importée, le mécanisme de taxe carbone aux frontières. Ces outils, forcément, alors ces réglementations dans l'ensemble vont pousser tous les acteurs de l'agroalimentaire et tous les acteurs des filières industrielles, même au sens large, à se doter d'outils qui permettent une traçabilité, une transparence accrue. Ça, c'est absolument certain, ça va dans le sens de l'histoire. Mais ces outils-là permettent non seulement de se mettre en conformité, mais bon, aujourd'hui de s'y préparer et d'anticiper et même de dépasser ces réglementations grâce à des pratiques vertueuses qui vont être mises en place dès à présent. Donc ça, c'est un point vraiment important. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour simplifier la mise en œuvre? Parce que notamment sur les céréales, c'est toujours un terme, enfin un aspect moi qui me fascine toujours un peu, c'est quand on parle de la ségrégabilité, c'est-à-dire de tous les mélanges. Donc ça déjà, on se dit que c'est une complexité, mais du coup, il y a la conduite du changement, il faut convaincre tout le monde, il faut, trouver les créneaux, la disponibilité et cetera. Est-ce qu'un projet comme celui-ci a des complexités particulières ou juste enfin bon, il a des avantages justement aussi par la proximité et la confiance qui étaient déjà en place. Ça, on l'avait noté à plusieurs webinaires, c'est vraiment important qu'autour de la table, les gens qui vont s'approprier le projet soient convaincus et ceux qui vont mettre en place. Donc ça. Mais est-ce que dans cette filière-là, il y a des difficultés particulières? Parce que on va le voir après, c'est très, très vaste. Il y a une complexité qui est liée, non seulement, enfin, déjà intrinsèque, liée à la nature de la marchandise qui est tracée. On est sur du blé ou de la céréale, et donc c'est une marchandise qui est fongible. Quand on remplit un silo, quand on remplit une cellule d'un silo, on remplit, donc cette cellule et puis on la vide aussi progressivement à mesure qu'elle continue de se remplir, avec des apports d'autres agriculteurs et donc le contenu de cette cellule est dispersé sur différentes cellules qui, elles, à leur tour, voient arriver, voilà, de nouvelles quantités de blé, et cetera, et cetera. Donc c'est un peu un très grand jeu des vases communicants. Et en plus de ça, on a la notion d'effectivement de ségrégation et d'agrégation des flux et en permanence des regroupements et des séparations et des regroupements et des séparations. Ce qui fait que pour suivre une quantité de blé à la trace, effectivement, ça nécessite un travail de compréhension de la filière, un travail de compréhension du métier d'OS, qui est un métier très particulier et très difficile. Euh, Maxime, et OS, peut-être OS, juste? pardon, oui, organisme stockeur. Donc, c'est des coopératives agricoles qui collectent les moissons, les récoltes de blé. Et donc là, sur ce point, effectivement, la complexité est là, mais on a l'habitude de travailler sur ces sujets. Donc, c'est une complexité qui est moins frontale, disons, et puis qui est aussi partagée, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec le GIE-CRC, et notamment avec Anne Pigère, à qui je voudrais d'ailleurs rendre hommage pour tout le travail qu'elle réalise. La traçabilité est toujours une discipline complexe et, et c'est vrai qu'à l'échelle d'un OS, elle peut s'avérer un peu plus challengeante.
Si on veut juste voilà, prendre 3 secondes pour regarder d'un point de vue vraiment très pratique, comment est-ce que ça se passe, on travaille sur une unité de traçabilité cellule-opération. Donc c'est la cellule, c'est le contenant et l'opération, on a un début d'opération, une rotation, pardon, début de rotation, fin de rotation. C'est un espace temporel qui permet de marquer un début et une fin dans la vie de la cellule, pour cadrer un petit peu la maille de traçabilité. Et ça Mmh. nous permet de suivre les grains de blé au plus près et de générer des chaînes de traçabilité assez fines, donc que je peux Oui, présenter d'ailleurs. ça serait intéressant parce qu'effectivement, c'est alors je vais hop, de voir ce que ça donne. Donc si tu peux effectivement Maxime, Ouais, bien sûr. présenter une chaîne de traçabilité. Moi j'avais on en a vu plusieurs, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Et comment se fait la collecte des données en même temps que c'est en train de charger? Enfin je te Alors est-ce que l'écran est visible? Alors l'écran est visible, on voit Ouais. les listes, oui tout à fait. D'accord, donc là, très rapidement, on est sur une liste de chaînes de traçabilité. On a toujours la chaîne de traçabilité là est donc ascendante. On part d'une vente, on a un identifiant unique de vente qui est celui-ci. Et en partant de cet identifiant unique de vente, en gros, on interroge le système pour connaître toute l'histoire de cette vente. Et Mmh. donc, en cliquant ici sur Graph, on veut afficher la chaîne de Voilà. traçabilité de façon graphique. Et donc là, le système est en train de connecter, de lier les plusieurs milliers d'événements qui se sont passés pour aboutir à cette vente. Et donc, voilà, on interroge le système et on a une chaîne de traçabilité qui s'affiche. Alors, je vais dézoomer un peu pour montrer Pour tout de suite montrer, un peu la logique voilà. métier. On a notre vente qui est ici, voilà. Et à partir de cette vente, et donc on a ces différentes boîtes qui sont à chaque fois des événements. On a ici au cœur notre cellule rotation et on a une galaxie d'apports qui rentre dans cette cellule et on a différents mouvements qui vont sortir de cette cellule. Donc là, on a des transferts sortis qui vont ensuite se transformer en des transferts entrées. Voilà, on a un nuage de points ici qui converge vers une autre cellule rotation qui a accueilli d'autres apports. Et donc, on peut comme ça naviguer dans toute l'histoire de cette vente et de comprendre quelles sont toutes les marchandises, quels sont les regroupements de marchandises qui ont permis d'aboutir à cette vente, avec à chaque fois des analyses et tous les Mmh. événements intermédiaires qui permettent d'y aboutir. Donc, on est sur une traçabilité très fine, effectivement. Merci vraiment de pouvoir partager, ces éléments parce que je pense que ça permet vraiment d'illustrer à quel point, cette collecte d'informations, elle est précise du fait justement que tous les événements sont mis bout à bout et sont inventoriés enfin, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Hem, est-ce que tu peux justement nous dire un peu comment se fait la collecte Oui, de la collecte de données, alors, l'outil est prévu pour, faciliter justement la collecte. On sait à quel point ça peut être, un exercice, difficile d'aller chercher de la donnée qui, au départ, la donnée, elle existe comme ça dans l'air, mais il faut bien pouvoir la poser d'abord soit sur le papier, soit dans un outil. Et quand on est sur des volumes de données importants, c'est un exercice qui est encore plus, challengeant. Donc, on peut récolter la donnée de façon manuelle, au départ, en se connectant aux différents systèmes d'information en place, chez les adhérents, à travers des exports qui vont là encore être réalisés de façon manuelle. Mais quand on veut faciliter au maximum, cette partie-là, on met en place des échanges de données automatiques. Donc c'est ce qu'on fait notamment, chez Kavak. Et donc on est branché à l'ERP, pour, récupérer la donnée sans qu'il y ait d'intervention humaine, heu et que la donnée se retrouve directement dans la plateforme. Donc on sait qu'aujourd'hui, alors il y a des maturités digitales, différentes entre les acteurs d'une filière, mais on arrive à des niveaux où globalement les coopératives agricoles et puis les différents acteurs de l'aval de la filière sont de mieux en mieux équipés
et ont déjà la donnée à disposition. On n'invente pas la donnée, on ne demande pas de créer de la donnée existe déjà. Voilà, ensuite il faut aller la capter et c'est pour ça qu'on a plusieurs façons de faire. OK, super clair. J'en profite d'ailleurs pour, les gens qui suivent le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un onglet, questions et on y répond à la fin. Hem, on parlait tout à l'heure justement, Marc, d'ouvrir cette traçabilité, à d'autres structures, notamment n'étant pas, qui ne sont pas encore adhérentes. Est-ce que c'est un plus pour, une marque de biscuits, par exemple? Est-ce que ça intéresse les marques alimentaires, de savoir qu'elles ont, des ah, pardon, des acteurs, des partenaires qui ont en place cette traçabilité. Excusez-moi, j'ai eu un souci d'internet, j'ai l'écran qui a disparu d'un seul coup. Donc voilà, est-ce que c'est un plus pour les marques, d'avoir un client qui met en place cette traçabilité? Oui, je pense, si on prend par exemple une madeleine où vous trouvez du blé, vous trouvez du lait, vous trouvez d'autres ingrédients, je pense que pour la direction d'une entreprise qui fabrique de tels produits, si elle souhaite avoir la traçabilité sur son blé, elle le souhaitera aussi sur le lait et les autres ingrédients. Donc par défaut, et c'est pour cela que dans ce qu'on a construit avec Crystal Chain, on souhaitait que l'outil ait cette capacité à embarquer tous les ingrédients. Pour une restitution auprès du consommateur, si c'est un souhait du metteur en marché, ou pour une dimension de traçabilité et de services connexes grâce à cette traçabilité. Donc il faut par défaut, je pense, enfin, c'est une approche globale. Alors après, on voit parfois des micro-filières qui communiquent beaucoup sur cette traçabilité. Elles ont raison de le faire, mais c'est un sujet qui est, selon moi, beaucoup plus large et qui doit embarquer l'entreprise sur son approche RSE globale. Maxime, est-ce qu'éventuellement sur Ça fait le lien avec ce que je disais au départ. Effectivement, c'est une chance de pouvoir lancer cette démarche sur une filière blé. Heu, alors, pour plusieurs raisons, je l'évoquais au départ déjà parce que le blé, c'est un ingrédient central, donc ça permet d'élargir la démarche à d'autres filières, d'autres ingrédients et puis naturellement, une entreprise qui utilise un système de traçabilité n'a pas forcément, ce serait contre-productif, et un peu, disons presque anormal de devoir utiliser un système de traçabilité par ingrédient. Donc c'est important que ce soit centralisé, il faut que ça permette à l'entreprise de gagner du temps et de l'efficacité aussi dans le suivi de son activité. Hem, mais également parce que mettre en place une démarche, une traçabilité, donc ça requiert, du paramétrage, du développement informatique, de la compréhension, une ingénierie assez fine de l'outil en lui-même et lorsqu'on démarre sur une céréale et un cahier des charges aussi rigoureux que le cahier des charges CRC, pour le blé, ça permet déjà, pour reprendre cette expression: «Qui peut le plus, peut le moins». C'est déjà ce qu'on fait en ayant, vraiment anticipé les choses et paramétré la plateforme pour qu'elle soit en mesure d'accueillir des mouvements, des opérations qui se déroulent pour un autre type de marchandise, avec un seul et même «data model» entre guillemets. Un data model, c'est le modèle de données qui va organiser la donnée dans la plateforme. Ça permet déjà d'anticiper et de tracer la suite avec précision. Donc c'est vraiment un argument c'est vraiment un point fort d'avoir démarré avec le blé CRC pour effectivement élargir cette démarche et permettre, à des entreprises, qui travaillent sur le blé, mais dont ce n'est pas l'ingrédient central de leur produit, heu, justement de bénéficier de l'outil. OK. Hem, enfin, effectivement, on avait vu, Marc, votre filière et la filière CRC est en progression. Est-ce que c'est un plus justement
dans les adhérents? Est-ce que c'est aussi la traçabilité qui est mise en place, est-ce que c'est un projet qui vous permet de faire venir à vous de nouveaux adhérents? Et il y a une deuxième question dans la question, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Vous avez également d'autres acteurs qui sont intéressés donc pour intégrer cet outil de traçabilité et qui pourtant ne sont pas, adhérents chez vous aujourd'hui? Par exemple des ingrédientistes ou, est-ce que c'est déjà le cas? Oui, alors, en termes de progression, la filière a plus que doublé dans ces 5 dernières années en termes de surface engagée, de volume, de produits sur le marché. Donc, c'est une progression qui est intéressante, qui nous engage aussi, sachant que les acteurs qui nous rejoignent le font parce que nous apportons une différenciation sur un certain nombre de sujets. Et donc, la plateforme Traçablé, aujourd'hui, est un outil structurant pour organiser la différenciation de demain. Et donc, est-ce que les adhérents nous rejoignent grâce à Traçablé? Je dirais oui et non. En fait, Traçablé est un élément structurant pour nous permettre d'être encore différenciants demain. Donc, c'est anticiper un modèle organisationnel tout d'abord, c'est-à-dire une façon d'avoir un hub avec des informations euh, que nous allons collecter auprès de tous les adhérents, donc organismes stockeurs, transformateurs, distributeurs, mais aussi se servir de cette plateforme pour offrir des services avec les parties prenantes qui peuvent être les laboratoires, les organismes certificateurs. Donc, c'est voir donc comment on va tous ensemble collecter l'information de façon plus intéressante. Donc, la plateforme, c'est un outil qui va permettre de mettre en place la RSE, d'anticiper des points réglementaires. Et donc, elle fait partie, en effet, de la valeur propre du groupement d'intérêt économique GIE, d'apporter des services permettant aux entreprises d'aller un peu plus vite que les autres sur des aspects réglementaires ou marketing. Je pense que ça sera de plus en plus effectivement un avantage et un élément différenciant, vis-à-vis de la concurrence. On le voit aussi dans d'autres secteurs. Écoutez, en tout cas, vous avez été hyper efficace et Et je clair. dirais qu'il y a aussi une dimension, enfin, par rapport en fait, au modèle économique, au modèle, à la relation avec nos adhérents, vous disiez, l'image de marque aussi vis-à-vis euh, des, des jeunes recrues qui ont besoin d'avoir des garanties sur le sens que les entreprises essayent de donner. Et puis aussi une sécurisation. On constate que les turnovers sont quand même aussi de plus en plus importants. Et donc d'avoir des plateformes structurantes qui n'enlèvent pas la relation humaine, qui sont là pour l'enrichir, mais qui quand même nous permettent d'avoir une dimension très structurante, c'est aussi très sécurisant. Parce que nous, on fait appel à beaucoup, enfin, on fait appel beaucoup de nos entreprises. Alors, il y a certaines qui sont dans le CAC 40, d'autres qui sont très grosses. Et on a des entreprises aussi qui sont de plus petite taille. Et donc, quand parfois un homme ou une femme de cette entreprise part, et ben, tout le savoir s'en va. Et donc, d'avoir un élément un peu structurant dans une plateforme, eh bien, c'est aussi une manière d'épauler nos adhérents, de leur apporter une assurance sur la pérennité du savoir. Mmh. Et Ça, c'est aussi de intéressant. comprendre que on est dans ce qui fait la force en fait de toutes les organisations, c'est l'émulation que ça provoque, c'est les échanges et donc euh, la plateforme au-delà de la traçabilité permet aussi bien d'échanger sur des bonnes pratiques et de progresser grâce à en fait, ça matérialise un peu une intelligence collective et donc c'est l'informatique au service de l'intelligence humaine. Et derrière, il y a aussi, on peut anticiper demain avec ces données collectées. Alors, ça prendra du temps, bien sûr, hein, mais quand on aura, eh bien, d'avoir aussi des outils d'intelligence artificielle, mais pour ça, il faut avoir collecté suffisamment de données et donc se servir de la technologie pour que l'on progresse dans les entreprises et, j'insiste, dans la relation vraiment d'être humain à être humain dans ce système.
C'est un élément supplémentaire que vous ajoutez, parce qu'on le voit très souvent que la traçabilité, c'est l'humain au cœur du projet, aussi bien dans la conduite du changement que de mettre justement en lumière tous les acteurs d'un process. Très souvent, on ne voit que la marque qui est le résultat final. Mais là, c'est comme vous l'évoquiez à un moment dans le webinaire, vous mettiez En ça fait, effectivement en on fait avant. progresser, c'est-à-dire qu'on fait, enfin pour moi, on fait progresser dans les métiers, dans les approches, c'est-à-dire que l'objectif, alors qui est long à atteindre, mais c'est que finalement la traçabilité ne soit plus vraiment un sujet, mais c'est-à-dire grâce à ça, grâce à ce socle, à cette fondation, comment on utilise ces données pour progresser. En fait, il y a un sujet qui est vieux, pas vieux comme le monde, mais qui est de plus en plus prégnant. Et donc, mais pour ça, on a besoin d'avoir une sécurisation de ces données et un système qui permet d'être en fait d'être sur les données secondaires et donc de se dire comment on va progresser grâce à toute cette matière. Mhm. Et la marge de progression, on peut la faire à partir d'éléments factuels qui sont les données de Voilà, l'année il faut. précédente. En tout cas, voilà, ça permet d'inscrire vraiment une trajectoire d'amélioration continue sur des bases factuelles. Exactement. Mais il Mm. faut, c'est ça. Et en fait, il est important que les bases soient factuelles. En fait, je pense qu'on a, dans la maturité, avant, la maturité dans la traçabilité, c'est de dire, ma traçabilité est vraiment une traçabilité. Et le sujet d'aujourd'hui et de demain, c'est que, oui, la traçabilité n'est plus vraiment le sujet, mais elle n'est plus le sujet parce que justement, on est certain qu'elle est bonne. C'est ça. Et la confiance est renforcée, hein. Et la confiance est renforcée et donc permet en effet de discuter, d'échanger et d'essayer de progresser sur des données fiables. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était, je pense, très clair. J'ai 2 questions. Un dernier Pardon, oui, élément, pardon, oui. que je m'étais mis dans les notes, c'est que l'outil, il a été pensé euh, aussi et en même temps, si vous me passez l'expression, par rapport à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que les entreprises, elles sont composées de personnes qui, si la solution et la façon de l'utiliser ne leur convient pas, eh bien, ils vont avoir du mal à la promouvoir, à l'utiliser. Et donc, cette expérience utilisateur, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec la CAVAC, c'est que, a priori, ils sont contents d'utiliser l'outil. Et donc, cette expérience utilisateur est absolument primordiale parce que, au départ, ce sont des hommes et des femmes qui vont rentrer des informations et qui vont être au cœur. Si c'est pas renseigné, ça sert à rien. Oui, ça, c'est vrai que c'est essentiel. Maxime, en plus, tu disais que c'est des données qui sont, collectées, quotidiennement. Oui, c'est les données qui sont collectées quotidiennement. Oui. Il y a donc des données de référence qui sont collectées de façon plus sporadique, disons, des données sur la localisation des sites, des parcelles, des différents acteurs qui interagissent avec une entité, les différents produits. Euh, donc ça, c'est des éléments qui sont plutôt établis sur le long terme. Et en plus de ça, on a des données, donc les données opérationnelles de traçabilité qui, elles, vont être collectées quotidiennement à mesure que des marchandises rentrent au sein de la coopérative, qu'elles sont traitées, qu'elles sont transférées, etc., jusqu'à leur commercialisation. Et donc, tous ces événements-là sont effectivement collectés quotidiennement. Mmh. On a une première question parce qu'on voit quand même que la conduite du changement, je pense que c'est un point important. Nous, Mhm. maintenant qu'on voit que la solution, elle est facile pour l'utilisateur, elle nous donne de la donnée réelle. Quel délai estimez-vous nécessaire pour bien mettre en place un projet de traçabilité? Alors, tout dépend de la complexité, de la motivation de chacun aussi. Mais je pense qu'on se plante pas trop quand au départ on annonce un délai entre 4 et 6 mois, puisque le délai de mise en œuvre pour ce projet traçablé avec Cavac a été de 5 mois. Et je pense que 5 mois, c'est à la fois, bon, c'est sûr, 5 mois, c'est relatif, ça peut paraître long, mais à l'échelle d'un projet de traçabilité professionnel et industriel comme celui-ci, c'est finalement très rapide. Parce qu'en l'espace de 5 mois, on décortique
toutes les données, les processus, le fonctionnement interne. On découvre vraiment dans les moindres détails le métier d'OS et on développe un outil sur mesure pour permettre, aux utilisateurs de l'OS, de l'organisme Stoker, de mieux tracer et de bénéficier d'une traçable plus réactive, euh, consommable plus aisément. Merci beaucoup. Il y avait une autre question justement. Conseillez-vous effectivement de mettre en place la traçabilité par filière? Ou je pense que c'est, pour préciser la question, ou peut-être par, est-ce que c'est par opérateur ou par filière? En fait, voilà, est-ce que c'est vertical ou… Mmh, Dans l'approche, en fait, c'est plutôt, on dirait, la filière CRC fonctionne par collège. On a donc des organismes stockeurs qui accompagnent les agriculteurs. On a un collège de meuniers, on a un collège d'industriels et d'ingrédientistes, et on a un collège de distributeurs. Et donc, lorsqu'on met en place ce projet, on construit un data model pour chaque collège. Mmh. Donc, on fonctionne de cette façon. Donc, c'est à la fois vertical, mais également horizontal, puisqu'on raccroche les wagons les uns aux autres. Si on veut l'intégralité de la filière, il faut qu'on ait fait effectivement OS, meunier, industriel, distributeur. Donc, c'est un peu un déploiement matriciel qui se fait effectivement de façon à la fois verticale pour coller à chaque métier et horizontale pour rassembler toute la filière. OK. Moi, j'ai une petite précision également sur, parce qu'on l'a peut-être, passé un peu rapidement. Toutes ces données nous permettent, enfin, tu l'évoquais tout à l'heure, Maxime, de répondre, aux prochaines réglementations, déforestation importée, enfin, CSRD, et cetera. On est d'accord que ces données, elles vont permettre de préciser également un affichage environnemental, par exemple, l'ACV d'un article ou de la qualité de certificats, enfin, les certificats pour telle ou telle qualité de, enfin, d'IGP, par exemple. En tout cas, c'est vraiment la plateforme ou la base qui va permettre de collecter et de préciser toutes les mesures. Oui, à partir des données de traçabilité, qui sont des données très chiffrées, on est en mesure ensuite alors il faudra, là, en l'état actuel des choses, il faudra collecter un peu plus de données pour arriver à un ACV. Prenons par exemple la méthodologie PEF. On a peut-être aujourd'hui, sur la base de ce qu'on connaît, puisqu'on a démarré vraiment pour répondre à un besoin de traçabilité et de suivi de la conformité. Mais donc je pense que là, aujourd'hui, on a peut-être 30 ou 40% des données qui nous permettraient de faire une ACV X ou Y sur un produit de la CAVAC, par exemple. Et donc, il nous faudrait aller collecter un peu plus de données euh, pour arriver à faire un ACV, mais on pose les bases. On pose les D'accord. bases pour cet ACV. Derrière, à partir de cet ACV, on peut restituer une version, disons, digeste pour le consommateur qu'on appellera affichage environnemental, donc qui pourra se révéler sous la forme d'un Planet Score ou d'un Eco-Score, pour lesquels, voilà, là, la dimension réglementaire est encore en cours de réflexion par les pouvoirs publics. Mais c'est déjà un travail qui est fait. On a déjà, je dirais là-dessus, on a déjà, pour les acteurs qui rejoignent la démarche, ils font déjà le plus gros travail, c'est de rejoindre la démarche et de mettre en place l'outil. Et après, ils vont bénéficier en fait du meilleur de la collaboration digitale entre tous les acteurs, meilleure transparence, un calcul d'indicateurs de performance environnementale, etc. Et donc à la fin, ces sujets de l'ACV, de l'affichage environnemental vont presque couler de source par rapport aux Mmh. données qu'on a déjà dans la plateforme. Et donc sur la CSRD, si aujourd'hui, je dirais, si on avait l'intégralité des acteurs de l'agroalimentaire qui disposaient d'un outil efficace de traçabilité, ils auraient fait déjà peut-être 20 ou 30% du travail nécessaire à réaliser pour les futurs reporting extra-financiers qu'il faudra générer pour être en conformité avec la future CSRD.
Merci Maxime, parce qu'on aborde juste, et c'est une question également qui est posée par Claire, sur la réglementation CSRD, donc qui sera le chapeau, et certaines entreprises sont concernées à partir de 2024 pour mettre en œuvre et collecter des données qui vont permettre d'alimenter des rapports extra-financiers qui leur seront demandés en 2025. Et sur ce sujet, je fais juste une petite aparté, on aura un webinaire spécial CSRD le 14 décembre à 11 heures, où là, on aura effectivement juristes et comptables et spécialistes, effectivement, pour parler de ça. On a Mmh. une autre question également. Juste, j'aurais voulu répondre un peu à Ouais, Claire Urruti, justement, préciser un petit peu plus la CSRD. La CSRD, c'est un acronyme anglais donc, qui est en train de se mettre en place au niveau européen, qui veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Et donc, c'est une nouvelle directive européenne qui vise à imposer aux entreprises, alors c'est cadré d'une certaine taille, et donc il y a des critères de taille pour 2025, des critères de taille pour 2026, etc. C'est un petit peu comme pour la loi AGEC et l'affichage, la mise en conformité avec l'article 13 de la loi AGEC. Mais en gros, ça leur impose de fournir un reporting extra-financier annuel sur l'impact de leurs activités sur l'environnement et l'impact de l'environnement sur leurs activités. Là, la nouvelle dimension, c'est qu'il y a une dimension de double matérialité. Et donc, il faut que les entreprises puissent fournir des données à la fois qualitatives et quantitatives sur leur impact sur l'environnement, mais également l'impact de l'environnement sur leurs opérations, leurs activités. Et donc, ça qui est assez nouveau. Et donc, la CSRD se décompose en plusieurs critères sur lesquels il faudra communiquer. Et donc, on a l'utilisation des ressources, le changement climatique, euh, biodiversité. la biodiversité, le volet circulaire, le volet social également, et puis la politique de gouvernance des entreprises. Donc voilà, c'est assez global. Et en démarrant avec la traça, en démarrant avec ces éléments-là, on fait le plus gros du boulot. Oui, parce que la grande nouveauté aussi de la CSRD, c'est que les déclarations d'intention devront être absolument accompagnées de rapports tout à fait fiables et de données tout à fait Voilà, fiables et exactement, comparables. Donc là, exactement, il faudra vraiment savoir ce qui se passe derrière, tout à comment fait. travaille chacun. Mhm. Mais donc on parlera de tout ça le 14 décembre. Donc on vous fait partir, puis on va faire une newsletter justement sur ce sujet parce que ça regroupe pas mal de choses. On a une autre question également. De Laurie, comment sont sécurisées les données sur la plateforme et qui a la main? Alors les données, pour répondre là déjà de façon très très macro, les données sont sécurisées par définition quand elles rentrent sur la plateforme Crystal Chain, puisque c'est un outil qui, en termes de protection de la donnée, qui utilise les standards les plus évolués du marché. Et c'est ce qui nous permet de travailler avec des clients très exigeants aujourd'hui, dans des secteurs d'activité où effectivement, de toute façon au sens large, la donnée, c'est quelque chose de très sensible, mais encore plus dans l'agroalimentaire, dans les secteurs comme le secteur du luxe, dans lequel Crystal Chain évolue également. Les données sont des assets, des ressources très sensibles pour les entreprises. Et donc, naturellement, lorsqu'elles sont intégrées dans la plateforme Crystal Chain, elles le sont fait avec le plus grand soin et les plus hauts niveaux de protection et les plus hauts standards de protection de la donnée. Par ailleurs, alors le Crystal Chain est donc, par définition traçablé, ce n'est pas un outil qui fait comment dire, qui fonctionne et dont le business model est basé sur la donnée. La donnée qui est propriété des adhérents de la filière CRC, qui est propriété des différentes entreprises, reste leur propriété. Il n'y a pas de changement de propriété de la donnée. C'est Ça, un c'est très outil important. qui est déployé pour eux et pour lequel il y a pas de changement du tout sur la propriété de la donnée. C'est leur donnée, elle est protégée à leur destination. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est très important, hein.
Et on a une dernière remarque ou question. Lien d'inscription au prochain webinaire ou la newsletter. On va communiquer Ouais. sur LinkedIn. Donc, vous pouvez suivre dès la semaine prochaine. Et puis, Sylvie, en l'occurrence, on notera votre adresse mail pour vous l'envoyer, pour être certain de vous l'envoyer. Et j'ai oublié juste de mentionner un point en complément pour répondre à Laurie. En plus de tout ça, effectivement, la brique blockchain qui est utilisée permet de renforcer effectivement le caractère immuable d'une Mmh. donnée, puisque quand on enregistre une information et qu'elle est ensuite horodatée dans une blockchain, et donc ensuite décentralisée, ça responsabilise énormément. Et donc, ça interpelle sur le soin avec lequel il faut enregistrer de la donnée. On ne le fait plus comme ça sur un outil, une base de données classique sur lequel un des acteurs a tout le pouvoir. On le fait sur un outil qui va graver la donnée dans le marbre. Et donc, quand on enregistre cette information, c'est un petit peu comme si on était filmé. Donc, on le fait avec le plus grand soin. On est très Mmh. attentif. Quand on enregistre la donnée, ça responsabilise et ça fiabilise derrière la donnée. Et cette fiabilisation contribue énormément puisque chaque acteur enregistre de l'information et logé à la même enseigne que son partenaire de filière, ça fiabilise énormément la donnée et ça contribue à la sécurisation de l'information. Ça, c'est vrai Oui, que pardon, oui, Marc. pardon. Non, pour compléter ce que dit Maxime et le matérialiser, la solution a été présentée à la CAVAC, le sujet de la confidentialité était un sujet très, très important. Et donc, ils ont été rassurés. Euh, donc, pour matérialiser que la confidentialité est totale. Et par ailleurs, dans la gouvernance que j'évoquais au départ, elle est aussi très importante parce que il y a le choix aussi de chaque acteur de vouloir partager telle ou telle donnée. Et là aussi, il y a une liberté totale de pouvoir partager enfin, la profondeur des données à ses partenaires en amont ou en aval. Mmh. Il n'y a pas un Merci. minimum obligatoire. Mhm. Sauf au niveau des traces, bien sûr, sinon il n'y a plus de. C'est vrai que là, on est sur des points annexes, mais hyper importants de la Ah, mais qui sont traçabilité. fondamentaux, en fait. Exactement. C'est Ça fondamentaux. permet encore davantage de sécuriser la démarche, et de travailler après quand on parlait de confiance au départ, c'est un tout et juste pour revenir effectivement sur ce que, tu disais Maxime sur la blockchain, c'est que donc déjà, ça ce sera un sujet qui sera abordé parce que, c'est aussi, ça permet de fiabiliser l'information, puisque c'est comme si on passait à chaque fois devant le notaire qui notarisait, l'information, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une émulation, naturelle des acteurs au fur et à mesure qu'ils mettent la donnée, elle est de plus en plus qualitative, comme tu le disais, et qu'également en termes de répartition de la responsabilité de chacun, c'est que chaque acteur est responsable de sa partie. Donc c'est intéressant aussi, ça sécurise l'ensemble du process parce que chacun sait qu'il ne peut être tenu responsable que pour sa partie et pas Mhm. de ce qui va être fait en amont ou en aval. Mhm. Voilà, Ouais. donc Et pour faire le parallèle avec quelque chose de vraiment très concret, aujourd'hui, lorsqu'on achète un produit en grande distribution, on a dans les mains, en fait, le dernier niveau d'information que le consommateur peut avoir, c'est ce qui est déclaré sur l'emballage. mmh Mais entre cet emballage et la réalité, il peut se passer plein de choses. Donc, quelque part, le client met sa confiance, il s'en remet au dire soit de la marque nationale, soit de la marque de distributeur. Mais derrière, tous les acteurs qui ont participé à fabriquer ce produit, ils sont complètement effacés de l'équation, ils n'ont plus leur mot à dire. Et donc, ça permet de véritablement remettre les choses, je dirais, dans le bon ordre. Voilà, le consommateur, à travers un QR code, peut scanner et accéder à l'histoire telle qu'elle est racontée par chacun des acteurs, de la même façon, avec la même importance dans la prise de parole. Donc ça, c'est très important Je crois pour, qu'on pour aspire le tous futur. exactement à ça, Mm. d'avoir des marques, et des filières responsables. En tout cas, 11h59, je crois qu'on a bien respecté, notre engagement de tenir les délais. Marc, un grand merci pour votre participation. On est très heureux chez Crystal Chain de cette, collaboration avec vous et on voit à quel point ça permet de matérialiser également notre métier en interne. Donc, merci beaucoup. Maxime également, Merci. merci parce que, de tous ces éclaircissements, on se rend compte que finalement,
c'est pas si compliqué que ça, donc Mhm. et que ça apporte beaucoup. Le lien sera, envoyé, donc vous pourrez revoir ce webinaire en replay. J'espère qu'on a répondu à presque toutes vos questions et puis, à très bientôt pour la suite. À très bientôt. Au revoir et merci à tous. Merci, au Merci. revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.